Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là parmi nous. Alors nous terminons notre cycle de 6 ateliers débat, donc, qui a commencé en septembre, sur médiatiser Bruxelles. Alors ce soir, on est en compagnie donc, de plusieurs intervenants pour une question intitulée « Quels médias pour Bruxelles ?» Avant de donner la parole à Werner Simon qui va animer ce débat, et qui est membre du mouvement Toute autre chose et plus particulièrement Toute autre information. Je voudrais rappeler que donc, nous avons créé ce site en collaboration, donc la Brussels Academy, avec l'aide de Ivan Vandenberg, qui est l'auteur du blog Bruxelles Future, également Werner Simon, comme je viens de l'énoncer, et les 3 universités bruxelloises, donc l'ULB, la VUB et Saint-Louis. Je laisse la parole donc à Werner Simon pour présenter les intervenants et de vous donner un petit mot d'explication sur ces 6 ateliers. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Je vais commencer par présenter les intervenants et puis je ferai un petit résumé des 5 conférences qui se sont déjà déroulées. Il y a d'abord Béatrice Delvaux, du journal Le Soir, je crois que tout le monde connaît. Monsieur Jean-Jacques Delay, bruxellois, Belsa, oui, il est Bruxelles, avant. Également, Madame Martine Simonis, de la Fédération néerlandophone et francophone des journalistes professionnels. Oui. Ensuite, à ma gauche, Monsieur Ivan Vandenberg de Bruxelles Future et de Jeroen Rob van Tijdschrift Bruce, ook wel bekend in Bruxelles. Voilà, alors je vais essayer de faire un résumé rapide des 5 premières conférences qui ont été quand même assez intéressantes et qui ont permis de faire ressortir une image assez nette des médias à Bruxelles. Je dirais que le premier constat est que finalement les médias à Bruxelles, d'une manière générale, ne sont guère différents de ce qu'ils sont dans le reste du pays et vraisemblablement ailleurs dans le monde. Ils sont soumis, comme n'importe quelle entreprise, aux mêmes lois du marché, en tout cas pour ce qu'on appelle les médias traditionnels ou les médias dominants, c'est-à-dire une précarisation de l'emploi et une diminution de la masse salariale qui font que l'on en demande toujours plus aux journalistes, avec souvent des difficultés à vérifier les informations, à pouvoir faire un travail d'investigation, ce qui n'est pas nécessairement le cas. En tout cas, c'est ce qui ressortait des analyses qui avaient été présentées, et ce qui fait aussi que les journalistes sont de plus en plus souvent, je dirais, confrontés à des tensions entre leur loyauté vis-à-vis de leur entreprise
mais aussi leur identification à un groupe professionnel quand même très particulier et qui a sa propre déontologie déontologie à laquelle les journalistes sont attachés, et puis leur trajectoire personnelle, leur carrière. Par ailleurs, on a aussi constaté que les médias à Bruxelles étaient tout aussi variés que dans d'autres régions ou d'autres pays. En tout cas, on y trouve des médias internationaux, on trouve des médias nationaux, des chaînes publiques ou privées, radio-télévision. Ce qu'on a appelé, c'était la dernière séance, des médias alternatifs, mais aussi des blogs et des pages Facebook. Et face à cette multiplicité de médias, on a aussi une multiplicité d'utilisateurs et qui se diversifie également de plus en plus, non seulement dans les sources qu'ils choisissent, mais aussi dans leurs habitudes, j'aime pas ce terme, mais de consommation de l'info. On n'accède plus à l'info de manière ciblée le soir, tous ensemble, dans le salon, devant la télé, mais c'est du matin jusqu'au soir, qu'on soit seul, qu'on soit en déplacement ou avec des amis, on est en permanence connecté et ça change énormément l'accès aux médias. À cela, on peut ajouter deux phénomènes qui me paraissent dans une certaine mesure contradictoires, à savoir d'abord, moi ça m'a surpris, une énorme défiance à l'égard des médias. En Belgique, et c'est l'étude Reuters qui l'a montré, 62% des francophones et 43% des néerlandophones n'ont pas confiance dans les médias pour l'information. Mais par ailleurs, seulement 12% du public est disposé à payer pour avoir de l'information. Ce qui est quand même assez, à première vue, en tout cas, assez contradictoire. Alors, ces évolutions qui caractérisent un peu les médias, qu'ils soient bruxellois ou non, cette évolution n'est pas spécifique à Bruxelles, mais ce qui est spécifique à Bruxelles est une extrême diversité de sa population et donc des attentes qui sont très souvent différentes et nous avons alors des médias qui s'adressent à des segments de population. Et la question qu'on se demande, à côté des médias internationaux qui s'intéressent par exemple à ce qu'on appelle les expats, qui sont souvent centrés sur l'Union européenne, les grands médias, les grands quotidiens nationaux comme Le Soir, La Ligue, ou bien alors les chaînes comme la RTB, RTL ou la VRT. On a aussi des médias qui ont un ancrage régional, comme Bruce, par exemple, ou comme BX1. Mais on a aussi des médias locaux, je pense au Bruxellaire, qui est le journal de la ville de Bruxelles, ou de la commune de Bruxelles. Et à côté de ça, on a des journaux ou des newsletters, en tout cas des médias de personnes individuelles ou de comités de quartier. Et tout ça correspond en fait à une attente et probablement un besoin. Mais ces médias s'adressent en fait à une partie du public bruxellois. Et la question qu'on s'est posée, finalement, est-ce qu'il existe quelque part un média qui s'adresse à tous les Bruxellois et pas les Bruxellois de telle communauté ou de telle origine ou de tel quartier. Et est-ce que ce média donne bien le point de vue des Bruxellois ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui dit « Ah, les Bruxellois pensent que » ou s'imaginent que le monde est ainsi. Ou bien alors, est-ce que ces médias ont plutôt une information qui est influencée par leur appartenance communautaire, qu'elle soit linguistique ou autre. Et donc ça, c'est en gros la première question que je voudrais poser à nos intervenants. Est-ce qu'il existe
une présentation des problématiques, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, avec le point de vue des Bruxellois, comme on peut trouver, par exemple, dans un quotidien comme le Standard, on va trouver l'avis, en principe, ou supposé, des Flamands sur les problèmes. Alors, avons-nous, à Bruxelles, indépendants ou faisant partie d'un média existant, un point de vue de Bruxelles, des Bruxellois sur Bruxelles, un peu les Bruxellois qui parlent aux Bruxellois. Qui commence? Tout d'abord, je voudrais juste corriger quelque chose. Je n'étais hélas pas présent à vos 5 workshops, mais en matière d'appauvrissement de médias à cause du marché, dans le cas de BX1 qui vit essentiellement de subsides et très partiellement de la publicité, c'est-à-dire moins de 10%, nous ne sommes pas appauvris puisqu'on a augmenté la masse salariale de journalistes. Donc, encore cette année, donc, on n'est pas dans un appauvrissement du métier, en tout cas chez nous. Voilà. Alors, on est peut-être une exception, mais en tout cas, je tenais à le préciser quand même. Sinon, à propos de votre question, donc de nouveau, nous, on est un média de service public régional et de langue française. Donc, il est clair que quand nous faisons de l'information, du programme de manière générale, il s'agit d'un programme qui est destiné aux gens qui parlent, comprennent le français à Bruxelles. Nous sommes diffusés à Bruxelles, nous sommes diffusés en Wallonie aussi sur le réseau Proximus, mais malgré cela, notre cible, ce sont les Bruxellois ou ceux qui se sentent Bruxellois, les Bruxellois d'étrangers qui nous suivent sur Internet, ou ceux de Wallonie qui nous suivent sur Proximus. Et on voit cette différence de comment on traite une information. Je vais vous donner un exemple. Quand le viaduc Herman de Brou était fermé, c'est clair qu'un média bruxellois va plutôt donner une information dans l'optique de qu'est-ce qui se passe pour les Bruxellois et par rapport à la problématique bruxelloise, Herman de Brou, tandis qu'un média national va donner une information plutôt sur le plus grand nombre de problèmes des nafteurs vont arriver à Bruxelles. Et donc c'est à ce moment-là qu'on voit une très très nette différence entre la manière dont un média régional va traiter l'information et un média national. Mais ce n'est pas valable pour toutes les informations. Mais en tout cas, nous, c'est clairement un élément important. On veut toujours passer au prisme bruxellois, et c'est normal puisqu'on est un média régional. Madame Delou, les réagit? Peut-être en ce qui concerne le soir est un quotidien national. Donc, on a 50% de notre lectorat, de notre audience qui est sur Bruxelles et 50% qui est sur la Wallonie. Et donc, on est un peu un mix un peu particulier parce qu'à la fois, tout en étant un journal national, on a développé au fil du temps avec des variables de surface, plus ou moins d'espace pour les pages régionales, mais on a toujours eu un espace régional. Aujourd'hui, il est plus restreint que ce qu'il a été. À une époque, on a eu 3 pages sur Bruxelles et dès lors 3 pages consacrées par différents bureaux régionaux. Mais en tout cas, on a toujours eu ce souci de servir et la nouvelle nationale et les nouvelles locales sans tomber dans le fait divers local, où c'est tous les grands enjeux qui touchaient les régions. Et en ce qui concerne Bruxelles, pour reprendre l'exemple de Jean-Jacques, quand on traite, nous, le problème Herman de Brou, on le traite au niveau de la problématique de la mobilité, ce qui est l'enjeu global, on essaye de prendre du recul, on le traite du point de vue du NAFTER, et on le traite aussi du point de vue de la commune, d'Ouderghem, on le traite du point de vue des Bruxellois, donc on essaye de traiter les différents angles. Donc on n'a pas systématiquement, enfin on a dans les pages bruxelloises un angle bruxellois sur les choses, et on a un angle bruxellois sur les choses quand cet angle bruxellois est pertinent pour les enjeux nationaux. Je signale quand même aussi que nous avons toujours été très attachés à ce que, par exemple, quand on faisait des sondages, c'est pas vrai pour les Flamands, par exemple, qui ont plus de difficultés quand ils font des sondages à considérer qu'il y a la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Mais je me rappelle, à l'époque, on avait fait une grande enquête avec le Standard et le sondeur était venu en disant, ben voilà, on va faire l'enquête, il y aura les Flamands et les francophones. Je leur ai dit, non, mais attendez,
francophones, il faut absolument qu'on sache ce que pensent les Bruxellois. C'est pas du tout nécessairement la même chose. Et à travers, et même au sein des Bruxellois, de distinguer par rôle linguistique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans tous les sondages aussi politiques qu'on fait, donc on le fait peut-être pas systématiquement, même dans l'enquête Noir-Jaune-Rouge qu'on a faite, c'est on est attentif à la coloration bruxelloise et à la vie des Bruxellois. Je veux dire, on ne fait pas comme Benoît Luchen, on ne considère pas que le fait wallon, on écrase le fait bruxellois. Donc, pas systématique, mais en tout cas une prise en compte de la vie des Bruxellois dans les problématiques, en sachant très bien qu'il n'est pas le même que celui des Wallons, qu'on ne peut pas amalgamer les francophones. Bonsoir. Je dois avouer que je suis... quand j'ai lu les documents que vous nous avez transmis pour préparer, moi j'étais très sceptique et pour moi cette question ne fait pas sens. Est-ce qu'il y a un média qui s'adresse aux Bruxellois? Ça ne fait pas sens parce que ça part d'un postulat qu'il y aurait les Bruxellois, comme il y aurait les Belges ou les Wallons ou les Flamands. Moi, je pense que la population qui vit sur un territoire, elle est composée d'une série de communautés qui coexistent à un endroit, qui ne se parlent peut-être pas, et c'est peut-être là le problème, ou qui n'échangent peut-être pas suffisamment. Pour moi, les Bruxellois, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, non, il n'y a pas un média qui s'adresse à tous ces Bruxellois. Ça supposerait que ce média soit un peu comme une tour de Babel où on parle toutes les langues, mais où on se comprend. Or, ce n'est pas nécessairement le cas, je pense. Donc, je suis très sceptique par rapport à votre questionnement et je me demandais quelle en était l'origine. Est-ce que l'idée, c'est ultérieurement de créer ce Babel-Bruxelles ou Bruxelles-Babel, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais moi, je ne me vois pas adhérer à un média qui me parlerait en français, puis en néerlandais, puis en anglais, puis en turc, puis en arabe, et puis en italien, et puis en espagnol. J'en ai sûrement oublié. Mais pour ne prendre que les grandes communautés qui sont à Bruxelles, je ne pense pas que j'aurais vis-à-vis de ce type de médias un attachement ou une envie. Par contre, qu'un média, qui soit de Bruxelles ou d'ailleurs, me parle de ce qui vit dans toutes les communautés, mais m'en parle peut-être dans ma langue. Parce que, éventuellement en anglais ou en néerlandais, mais je dirais, s'il me parle en turc ou en arabe, moi je ne vais pas capter. Donc, qu'un média me parle de ce qui se passe dans les autres communautés et qu'il ait un regard et qu'il soit bien introduit dans toutes les différentes communautés et qu'il puisse de cette manière-là faire lien, ça, pour moi, ça fait sens. Voilà, jusque-là. Oui, mais ceci est encore, je dirais, différent. La nature du média qu'il faudrait éventuellement inventer, qu'il est un ou non, ça c'est encore un autre débat. La question était qui est sortie dans les différentes conférences débats qu'on a déjà eues, c'était est-ce que la réalité bruxelloise est correctement traitée dans les différents médias avec le point de vue des habitants de la région. C'est ça, c'est ça qui sous-tend la question. Alors le mode, la forme du éventuel nouveau média, ça on en parle après. Bon, ben voilà, ça sera tout de suite un peu polémique, je pense à peu près le contraire de vous. Il ne faut rien inventer du tout. Vous avez quand même en télévision, tout le monde connaît Arte quand même. Il y a longtemps qu'avec des sous-titres, etc., on arrive à faire en télévision, je ne dis pas en papier. Ça, je comprends le problème. En télévision, il n'y a aucun problème. D'abord, chez Rouge, ils sous-titrent. À la VRT, leur site est en français, en néerlandais et en anglais. Pour PX1, je suis sorry, il n'y a aucun sous-titre. Bon, donc c'est un choix de parler qu'aux francophones de Bruxelles. C'est un choix qui quand même est clivant. Ça veut dire aussi que les gens qui ne maîtrisent pas le français ne connaissent pas le point de vue de ces francophones. Et donc, moi, personnellement, en tout cas, je regrette beaucoup. D'abord, je vais dire une première chose, il y a beaucoup de médias à Bruxelles, plus que dans toute la Belgique. C'est pas pour ça que ce sont des médias bruxellois, ils sont domiciliés à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer?
par exemple, Bruce qui fait, quant à moi, un excellent travail de recherche d'informations, voire d'investigation sur Bruxelles. Ça, c'est leur core business, ils ne font que ça, ils sont là-dessus. Ils font ça fort bien et j'y trouve énormément d'informations que je ne trouve pas ailleurs. Par contre, sauf si je me trompe, j'ai prié de regarder Bruxelles met Vlaamse bril. Comme d'ailleurs, vous êtes prié aussi par la communauté française qui vous subsidie de regarder Bruxelles avec des lunettes francophones. Et bien sûr, certains avec des lunettes expat. Tout ça n'est pas une très bonne affaire pour une ville comme Bruxelles, évidemment. Il n'y a pas de regard bruxellois sur les choses. Et je vais aller plus loin. Je pense que vous êtes tous journalistes et pas moi, que nous considérons quand même tous que la presse, c'est un quatrième pouvoir. C'est fort important à Bruxelles d'avoir ce quatrième pouvoir. Qu'il soit au Parlement, qu'il soit dans les commissions, voir ce qui se passe. Comment se fait-il qu'un scandale comme le SAMU social a pu perdurer pendant si longtemps et qu'il a fallu attendre un homme politique écolo pour le dénoncer? Comment ça se fait que la presse n'a jamais eu l'occasion de vérifier les agissements de M. Mayer, etc. C'est quand même étonnant. Et donc, il y a un problème important, en dehors de l'aspect information, c'est l'absence d'un véritable quatrième pouvoir sur la région de Bruxelles, avec des pouvoirs réellement de travail d'investigation, de présence au Parlement, de contrôle des politiques. Je dirais maintenant, pour rectifier ce que je viens de dire par rapport à Bruce, je pense, on le corrigera, que le gouvernement flamand attend qu'il regarde Bruxelles mettre Vlaamse bril. Moi, quand je dis ce qu'ils font, les journalistes ne font pas tout à fait ça. Je trouve qu'ils regardent Bruxelles beaucoup avec des lunettes bruxelloises, ils y habitent d'ailleurs aussi. Donc, ils sont un peu au-delà de leur mission. Peut-être d'ailleurs aussi que la communauté française vous permet à Vexin d'aller au-delà de la stricte mission qu'ils vous ont donnée. Et donc, je pense que pour la population bruxelloise, c'est important de savoir ce que pensent les Bruxellois néerlandophones, pas les Flamands de Bruxelles, les Bruxellois néerlandophones. Que pensent-ils? Ben, on n'en sait rien, sauf si, comme eux, on sous-titre. Et donc, pour les Bruxellois néerlandophones, je pense que ce serait important de savoir aussi ce que pensent les francophones. Et donc, je crois que ça aiderait beaucoup d'avoir simplement des sous-titres français-anglais dans les émissions, par exemple, de VX1. Je ne parle pas de mon papier, car je comprends bien que là, en plusieurs langues, la moitié ou les deux tiers du journal, on peut le jeter, puisqu'on n'est que dans une langue. Et voilà un premier point de vue. Oui, je vais vous répondre en néerlandais, pour que le néerlandais soit quand même représenté ce soir. Oui, merci, c'est gentil, Jean-Jacques. Nee, het eerste wat ik zou willen zeggen is, Prus is meer dan enkel een tijdschrift. Wij zijn denk ik in de eerste plaats online heel actief. We hebben een radio, we hebben een televisiekanaal. En dat is denk ik wel belangrijk om te weten, omdat wij eigenlijk op de verschillende platformen op een andere manier omgaan met het bereiken van zoveel mogelijk Brusselaars. Want als de vraag vanavond is, est-ce qu'il y a des médias qui s'adressent à tous les Bruxellois? Ja, uiteraard. Wij doen dat denk ik zeker met Prus. Omdat wij het belangrijk vinden om ons niet op te sluiten in één taal, maar om alle Brusselaars of zoveel mogelijk Brusselaars te bereiken. Gebruiken we andere talen, maken we bewust gebruik van andere talen. Op televisie is dat uiteraard gemakkelijk om te ondertitelen, maar ook op radio gebruiken we meer en meer Frans en Engels. In ons magazine gebruiken we zelfs heel veel Frans en Engels, denk ik. Maar de bedoeling is natuurlijk dat mensen op die manier ook geleid worden naar het Nederlands of in contact komen met het Nederlands. Dat is uiteraard wel een doel van ons. En in die zin, als dat is wat je bedoelt met een Vlaamse bril, is dat voor ons wel belangrijk om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met het Nederlands. Omdat vandaag de dag heel veel mensen willen Nederlands kunnen in Brussel. Dat merk je meer en meer, denk ik. Maar niet iedereen heeft de kans of de gelegenheid om het Nederlands te onderhouden. En dat is een belangrijke rol voor ons. Maar ik denk niet dat je inhoudelijk ons kan betrappen met bepaalde invalshoeken die anders zouden zijn dan vanuit een andere achtergrond. Dus voilà.
Ja, dankjewel. Maar ik hoor toch dat Brus gaat met toch Vlaamse bril de werkelijkheid van Bruxelles analyser. Et donc, on revient un peu à la question qui était, je dirais, une espèce de fil rouge qui est apparu, savoir est-ce que vraiment les médias actuels, ce sont les Bruxellois qui parlent aux Bruxellois? Non. Alors qu'il y ait un média qui s'adresse aux Bruxellois, mais s'il doit le faire avec une mission de maintien d'une communauté, oui, pourquoi pas, mais ça n'est pas, d'après ce que j'ai pu comprendre et entendre au cours des séances précédentes, ça ne semble pas correspondre aux attentes des Bruxellois. Je peux quand même vous dire quelque chose, c'est que, bon, je ne sais pas pour les autres, mais un projet rédactionnel, ce n'est pas un projet ethnique non plus. Donc, je veux dire, moi, les journalistes, j'ai des journalistes liégeois qui peuvent très bien dire des choses intéressantes à des lecteurs bruxellois. Je ne recrute pas les gens en fonction de là où ils viennent. On prend les meilleurs professionnels et puis on leur dit qu'il y a une réalité et ils s'immergent dans cette réalité, ils en rendent compte. Je veux dire, moi, par moment, on est content que ce ne soient pas des liégeois qui parlent liégeois. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, c'est des professionnels qui sont choisis, qui font leur métier et qui prennent des sujets qui sont typiques à Bruxelles, des enjeux qui parlent aux Bruxellois et qui leur rendent compte de ces enjeux. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement besoin d'être natif de la région pour être légitime sur la manière d'en parler. Je trouve que c'est plus une méthode, en tout cas nous c'est comme ça. Il se fait que dans les équipes bruxelloises, c'est plutôt des journalistes qui habitent Bruxelles pour des raisons pratiques, mais ils connaissent la ville, ils s'immergent dedans, ils font des comptes rendus. Je pense qu'ils essayent de trouver des sujets qui intéressent les habitants et différents fatalement selon les communes dans lesquelles ils sont par moment, selon les communautés qu'ils représentent, selon les enjeux qu'il y a. Je veux dire, quand on fait le suivi du stade de foot, ben, on se dit bah, c'est un gros enjeu qui intéresse pas tous les Bruxellois, mais c'est un enjeu important. Et donc on le suit parce que c'est un enjeu d'actualité. Ça, c'est une première chose. Sur la partie d'investigation, je pense que tu as tout à fait raison de se dire qu'on s'est tous dit qu'on n'avait pas fait notre travail complètement sur le SAMU social, c'est-à-dire qu'on a laissé Mme Peretta et M. Mayer dans un interstice où ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, on les a abandonnés à un moment donné, on les a repris quand l'écolo a sorti ces trucs, on les avait vus un peu avant, on les a repérés un peu après, puis entre les deux, on les a laissés un peu dormir par manque de moyens, par manque peut-être de bons réseaux d'informateurs. Donc ça, je considère que c'était pas notre chapeau cette histoire du SAMU social, en tout cas dans le fait qu'on a dû attendre qu'un politique fasse son travail. Mais il y a d'autres cas, par exemple, c'est peut-être moins lourd, mais on fait de l'investigation aussi ponctuellement sur une série de sujets. On n'est pas tout à fait retiré de ça. Je prends l'exemple de Flagey, par exemple, qui intéresse peut-être moins de monde, mais je prends l'exemple pour nous. On a sorti un peu toute la modification du capital qui se jouait à Flagey. Et c'était marrant, on pourrait même dire que c'est un truc qui n'intéressait que les Flamands, parce que ça semblait être au départ un enjeu flamand Flagey sur Bruxelles. C'est un enjeu pour les Bruxellois, c'est un enjeu de quartier, c'est un enjeu culturel qui n'intéressait personne et qui n'intéressait surtout pas, parce que ici on est tous là, mais les grands absents d'ici, c'est le jour du flamand, hein. Les médias flamands, le Standard, le Morgen, le Las, Denise, tous ces gens parlent beaucoup de Bruxelles, moi je les aime beaucoup, mais ils ne s'intéressent pas tellement à Bruxelles, ils ne sont pas présents à Bruxelles, leur lectorat n'est pas bruxellois, et les seuls encore qui donnent un regard ou un intérêt, c'est Bruce. Et je pense que par exemple, même dans le domaine culturel, un enjeu comme Flagey, qui devrait intéresser pas que les Bruxellois, mais les Flamands, n'est pas suivi par les journaux flamands parce que c'est trop loin et que ce n'est pas dans leur zone de chalandise de consommateurs et de clients. Voilà. Ja, als ik daar even op mag inpikken, ik denk dat wij eerder nog dan een Vlaamse bril voor Brussel, de mensen in Vlaanderen een Brusselse bril voor Brussel willen geven. Dat is een beetje onze functie ook. Wij willen de referentie zijn voor Brussel in Vlaanderen, voor de media in Vlaanderen. Dat is onze rol. Ook media die Brussel misschien minder interessant vinden of minder tijd of middelen willen inschakelen voor de berichtgeving over Brussel. Dat is een beetje onze rol. En in die zin zijn wij als Brus niet alleen stadsmedia, want dat zijn we echt wel, vind ik. Ik vind bij ons in de recrutering is het na
natuurlijk heel belangrijk dat iedereen die bij Brus werkt geëngageerd is voor de stad, een passie heeft voor Brussel. Dat is bij ons een absolute voorwaarde. En wij willen natuurlijk die invalshoek ook aan Vlaamse kant laten zien. In die zin zijn we zowel stadsmedia als gemeenschapsmedia en hebben wij een dubbele rol te spelen. Je ne voudrais pas laisser passer tout ce que Yvan a dit, où il y a beaucoup d'erreurs, de fake news, comme dirait Rudy Verboer. Je dis ça entre guillemets. Donc d'abord Arte. Arte, pour moi, ça n'a rien à voir. Arte, d'ailleurs, il y a des moments d'infos sur Arte, ils sont typiquement purement francophones, purement allemands. Donc effectivement, ça peut être suivi avec des sous-titres, mais ça ne touche pas du tout le public de l'autre pays. Et quand on voit les audiences d'Arte, on se demande où est ce grand média qui devrait intéresser deux populations aussi importantes que l'Allemagne et la France. Quand on regarde à Bruxelles, dans les radios par exemple, la radio la plus écoutée, ce n'est pas une radio avec un décrochage régional, c'est la première. Donc c'est bien la preuve qu'on voit aussi qu'est-ce que le public attend. Alors, je ne dis pas que le public a raison, ni qu'il a tort, mais en tout cas, il faut quand même regarder les choses en face. Quand le soir est le journal le plus lu à Bruxelles, il est plus lu que la capitale, qui pourtant a une édition clairement bruxelloise. Donc ça, il faut quand même s'en rendre compte avant de tout de suite dire qu'il faudrait jouer plus sur les différentes communautés. Et puis, la situation de la communauté flamande à Bruxelles et des médias flamands à Bruxelles est tout à fait différente des médias francophones, un peu historiquement. Les médias néerlandophones ont dû trouver une place et ont dû effectivement s'ouvrir aux autres langues pour trouver aussi une zone d'audience un peu plus importante et aussi jouer un rôle plus important qu'ils ne pouvaient pas faire avec seulement la langue néerlandaise. De nouveau, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est un constat. Et côté francophone, peut-être qu'il y a cette vieille habitude qui est de dire que le français est tellement surpuissant à Bruxelles qu'il suffira que tout le monde va apprendre le français pour comprendre ce qu'il y a dans nos médias francophones. Alors je ne dis pas ici que BXN n'aura jamais de sous-titres en néerlandais ou en anglais, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas prévu. D'ailleurs, on collabore très bien avec Bruce. Et si on collabore très bien avec Bruce, c'est aussi parce que nous avons chacun notre public et qu'on peut donc échanger des images ensemble parce qu'on touche des publics différents. Donc ça enrichit aussi nos deux médias. Et enfin, j'avais aussi une remarque, je ne me souviens plus, qui m'avait un peu surpris. Oui, c'est ça. Non, c'était sur on aurait des missions que nous aurait données la communauté française. D'abord, BX1 est subsidié pour moitié par la COCOF et pour l'autre moitié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, nous ne sommes pas la voix de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les médias bruxellois. On est beaucoup plus une voix bruxelloise qu'une voix de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous n'avons pas de mission, on ne nous demande pas de défendre la Fédération Wallonie-Bruxelles. On ne nous demande pas de défendre la COCOF. D'ailleurs, personne ne sait ce qu'est la COCOF, pas plus un téléspectateur de BX1 qu'un téléspectateur de Bruce. Moi, je voulais dire une première chose par rapport à ce qui a été dit il y a un petit moment déjà. Je ne pense pas que les Bruxellois soient nationalistes et que l'idée est de constituer ici une nation bruxelloise. Je crois que c'est tout le contraire. On n'est pas du tout mentalisé, là, me semble-t-il. Par contre, je pense que nous avons intérêt à lutter contre l'entre-soi. Ce n'est pas seulement en radio, en télévision. À Hugues, on est entre-soi. À Molenbeek, on est aussi entre-soi. Ce n'est pas le même soi. Donc, moi, je pense que c'est important pour les gens qui vivent sur le territoire de Bruxelles. Et le premier jour qu'ils arrivent à Bruxelles, pour moi, ils sont bruxellois. Il ne faut pas être là depuis 5 générations. Les gens qui ont choisi de vivre à Bruxelles deviennent des Bruxellois très très vite. Et moi, quand on dit un Flamand de Bruxelles, moi je ne me suis jamais présenté comme un Wallon de Bruxelles. Enfin, d'où viennent ces idées-là? Donc, Bruxelles agglutine, agglomère les gens se revendiquent vite comme bruxellois. Il y a quand même une vie culturelle importante. Mais quand l'énorme travail fait par le milieu culturel. Le KVS et le Théâtre National font, contrairement à leur mission, je m'empresse de le dire, des tas de choses ensemble, traduites en français, sous-titres, etc. Donc, c'est parce que les communautés demandent, mais ils le font. Et les communautés les empêchent jusqu'à présent pas de le faire. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que là, on sort de l'entre-soi, on voit ce que pense l'autre. Et je crois que c'est tout à fait capital, dans une ville aussi morcelée que Bruxelles,
ville duale, une ville où on construit de nouveaux logements sociaux à Molenbeek, où il y en a déjà plein, mais on ne peut pas faire le logement social à Uccle, où ce serait pas intéressant d'en mettre. Donc, et donc, j'ajoute aussi, quand le clivage se fait comme ça sur le plan géographique, on retrouve ça aussi à l'école. Donc à Molenbeek, dans l'école du communal de Molenbeek, on trouve beaucoup d'enfants qui viennent de ces logements sociaux, et à Uccle, au contraire. Bon, donc vous comprenez bien que pour Bruxelles, c'est, à mon avis, à tout niveau, important d'éviter de casser l'entre-soi qui est confortable. Et je dirais, par rapport à ce qui était dit un instant, le succès ou non de Arte, oui. Je pense qu'il n'y a pas la question de la langue, il y a aussi la question de la programmation, qui est quand même très pointue. C'est pas tout le monde qui a des intérêts pour des émissions aussi pointues, par ailleurs souvent fort bonnes, mais peut-être pas très suivies. Au niveau de l'audimat, ils sont sûrement pas très brillants. Et je voudrais juste terminer sur ceci. Je crois que comme on dit que le soir est le plus lu, je ne sais pas où se situe la dernière heure à Bruxelles. Ça ne doit pas être loin du soir, quand même. Je suis renseignée à Molenbeek, ils m'ont dit qu'on restait le journal le plus lu. Ah oui, ça maintenant, ça devient assez proche. Peut-être aussi que le journal le plus lu, c'est peut-être Métro. On n'en sait rien d'ailleurs, hein, mais comme il est gratuit, on n'en sait rien. Donc, je veux dire, ou alors, l'information la plus lue, c'est les médias sociaux. Une information qui circule dans tous les coins, surtout chez les jeunes, que personne ne contrôle, où les fake news sont bien plus importantes que les miennes. Donc, je veux dire, on est dans une situation quand même très nouvelle, comme je disais tout à l'heure. C'est plus de la famille autour de la télévision, et papa qui fait des commentaires. Non, c'est chacun dans son coin. Même quand on regarde la télévision, on tape en même temps sur son téléphone. Donc, on est dans une situation très nouvelle. Et je crois que pour Bruxelles, c'est très important d'avoir non seulement une présence de médias importante, mais d'avoir aussi des médias qui sont centrés sur Bruxelles, qui exercent ce quatrième pouvoir qui est fort nécessaire. Et pour le reste, je passe la parole à quelqu'un d'autre, j'en reviendrai plus tard. Oui, quelqu'un d'autre veut réagir? Moi, je vais peut-être confier une petite expérience, une longue expérience qui me pose question. Je m'interroge plus que je n'ai de réponse. Mais j'ai remarqué, d'abord, je ne voulais pas gagner le hit parade, être en tête de quoi que ce soit. Il se fait que factuellement, je voulais être juste et on reste le premier journal vendu à Bruxelles, ce qui m'interpelle aussi parce que, comme disait Jean-Jacques, on est un journal qui est acheté à Bruxelles, pas tellement en partie pour des nouvelles bruxelloises, mais surtout parce que c'est l'offre d'un journal national qui traite de problématiques nationales, régionales aussi, mais d'une certaine façon. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle un quotidien généraliste. Et on a essayé, à de multiples moments de notre histoire, parce que tout le monde veut lutter contre l'érosion des ventes, évidemment, de développer le fait régional. Et on était persuadés qu'il y avait là, et ce qu'on l'a fait à une époque, Yvon Toussaint, à un moment donné, il y a de ça 30 ans, qui a dit à un moment donné, on va créer des éditions régionales. Quand on l'a créé, ça a créé une hausse des ventes. Mais cet effet-là ne s'est plus jamais reproduit. Et nous, je vous rappelle, on a réessayé plus récemment de faire, quand on a passé à 3 pages bruxelloises, aucun effet sur les ventes. Alors, on peut dire que c'était mal fait, c'est autre chose. Je veux dire, je ne parle pas ici de la qualité, mais quand même en termes d'offre, de volume, parce qu'il y a, comme vous dites, un très difficile patchwork à trouver, où finalement, on ne sait pas très bien ce qui, dans ces pages régionales, va à un moment donné donner une offre qui, sur 3 pages, peut attirer un lectorat important sur Bruxelles. Après, on a fait la même expérience sur la périphérie, on a fait une édition périphérie, même chose, pas tellement d'intérêt. Et on voit qu'on est beaucoup plus acheté régionalement quand on fait des opérations ponctuelles. Par exemple, quand on a fait 500 idées pour Bruxelles, gros effet de vente, je pense qu'il y a un effet d'attraction, et là je pense sincèrement qu'on vend aux Bruxellois. Mais parce qu'on est sur des sujets transversaux qui ne sont pas des sujets localiers, mais qui sont des grandes problématiques sur lesquelles nous, on veut maintenant davantage se centrer, qui sont la mobilité, l'emploi, la diversité, l'intégration, la culture. Et en ne les traitant pas, en les traitant de façon soit événementielle, avec un objectif et un entourage dirigé sur Bruxelles, soit en les traitant dans les pages normales. La culture bruxelloise est extrêmement suivie, mais dans les pages culturelles. La politique bruxelloise est extrêmement suivie dans les pages politiques, et l'environnement à Bruxelles est extrêmement suivi dans les pages société. C'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est une expérience récente. Quand il y a eu la mise en place de la nouvelle réforme de l'État, on s'est dit, bah, tiens, on doit faire en sorte de faire des pages plus politiques, quelque part, pour laisser aux exécutifs régionaux de l'espace pour dire ce qu'ils font, puisqu'ils étaient censés faire des choses de plus en plus différentes. Alors peut-être qu'ils ont été un peu paresseux, peut-être qu'ils n'ont pas été bons en communication, mais on n'a pas trouvé que c'était une très bonne idée, parce qu'on ne trouvait pas de quoi remplir tous les jours avec des décisions des gouvernements. Et donc on a fait marche arrière, parce qu'on s'est dit, ça ne va pas tenir le coup.
c'est pas encore quelque chose qui est venu. Même si aujourd'hui, c'est paradoxal, mais on sait, l'histoire du budget nous le dit, mais pas que. On voit que les faits régionaux vont être plus importants et qu'on doit réfléchir, paradoxalement, davantage en termes de couverture bruxelloise des actualités, couverture wallonne des actualités, parce qu'une tendance au régionalisme et l'identité régionale revendiquée va nous pousser à le faire davantage, parce que les hommes politiques et culturels, tout ce qui est subside, va se matérialiser, les politiques, les grandes politiques qui concernent les gens vont se matérialiser de façon beaucoup plus régionale qu'elles ne l'étaient pour les francophones autrefois. Oui, je voulais réagir. Excusez-moi, je pense que pour le public, ça doit être un peu décousu parce qu'on intervient chacun en réagissant à rebours. Je vais d'abord réagir sur l'entre-soi, qui me fait penser à un autre entre-soi, qui est l'entre-soi dans les rédactions. On a, et Sabri de Rinos qui est là pour en parler très bien, puisque c'est lui qui a mené l'enquête pour l'Association des journalistes professionnels avec l'Université de Liège. On a fait une étude sur la diversité dans la profession de journaliste, elle date de 2014, où on s'est rendu compte qu'en termes de diversité d'origine, on était à moins de 1% de diversité d'origine dans les rédactions. Donc les gens sont belgo-belges depuis souvent 2 générations au moins. Qu'en termes d'égalité, enfin de présence des hommes et des femmes, on était aussi très très loin de la parité. Donc on a environ 30% de femmes dans la profession, plus chez les jeunes, voir si elles vont rester. Et qu'en termes de diversité sociale, donc le milieu d'origine, il n'y avait pas non plus beaucoup de diversité. Les journalistes ne proviennent pas d'un milieu très aisé, ni très pauvre, mais ils sont dans un milieu moyennement aisé. Autrement dit, un bilan en matière de diversité dans la profession qui est truffé de carences. Et là, on est dans l'entre-soi. Et la difficulté, c'est vraiment d'en sortir, parce que l'idée d'amener de la diversité dans la profession, c'est aussi une diversité de regard sur l'actualité, une diversité d'angles, une diversité de réseaux dans certains pays, notamment ceux où il y a des communautés roms qui sont présentes. Ils ont fait des expériences et vraiment ils ont essayé de faire en sorte qu'il y ait des roms dans les rédactions. Et ça a tout à fait ouvert une autre perspective sur la population rom, parce que ces personnes avaient des contacts, des réseaux, des possibilités d'entrer, entre guillemets, dans des communautés qui sont peut-être un peu plus fermées. Donc, je ferme ma parenthèse, mais c'est une vraie belle expérience, mais ils ont pris, entre guillemets, ils ont suivi des étudiants en Rome depuis les humanités, ils les ont un peu poussés à faire des études en journalisme, et puis ils les ont privilégiés pour des stages, donc ça a pu vraiment être des expériences de discrimination positive pour arriver à avoir des journalistes roms qui, pour finir, présentent le JT et donnent une toute autre image de la population. Donc voilà, je pense que l'entre-soi, on doit aussi réfléchir de cette manière-là. Et moi, ce que j'entends un peu derrière vos remarques, quant à l'absence ou à la carence de regard bruxellois médiatique actuel, si c'est ça qu'on entend, je me dis qu'il faut aussi se poser la question des moyens. Vous en avez un peu parlé dans votre introduction et je pense qu'un atelier a été réservé à cela, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que toutes les rédactions des médias mainstream, sauf BX1, puisque tu as dit le contraire, sont en compression de moyens rédactionnels. Donc on n'est pas en train d'engager des journalistes, hein, on est en train d'en dégager partout, sauf peut-être à la RTBF, mais elle termine des plans successifs de restructuration, et sauf peut-être à BX1 et dans d'autres télévisions locales wallonnes où l'emploi est plutôt stable. Mais la presse quotidienne est en train de perdre énormément d'emplois, c'est pas terminé. On va annoncer des restructurations au journal L'Avenir, par exemple. Enfin, il n'est pas bruxellois, mais le Soir est en perpétuelle restructuration depuis plusieurs années. La Libre et la Dernière Heure sont en diminution d'effectifs, ça se voit moins, mais c'est constant, mais l'érosion elle est certaine. Dans les RTL, vous savez que RTL va supprimer 105 emplois, dont 25 à la rédaction, certainement. Donc, on est en diminution de moyens. Et l'information régionale, celle de proximité, elle demande beaucoup de moyens.
Elle demande d'être présent dans les conseils communaux, de suivre des informations qui sont spécifiquement locales et donc il faut, je veux dire, c'est une forte main-d'œuvre ajoutée pour suivre de l'information locale, régionale. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette tendance-là pour les médias, malheureusement. Als ik daar even op mag inpakken, voor ons ligt daar natuurlijk liggen enorme mogelijkheden voor ons om samen te werken met BXA, wat we om die reden ook heel vaak doen. Samen captaties doen, we kunnen samen beelden uitwisselen, we kunnen eventueel zelfs samen mensen naar verschillende gemeenteraden sturen in Brussel. Dus daar liggen enorme mogelijkheden tot samenwerking die wij verder kunnen exploiteren. En ik denk dat het interessant is om te zien hoe ver je daarin kan gaan. Parce qu'il faut voir effectivement en coopération, qu'est-ce qu'on peut faire en coopération de médias. Donc l'exemple de Bruce et BX1 est un bon exemple, et BX1 travaille aussi avec les télés locales wallonnes pour certaines choses aussi. Bon, ici c'est moins notre sujet, enfin, ça permet quand même d'enrichir l'antenne. Il y a aussi tout le travail avec les réseaux sociaux et digitales, où on peut quand même avoir accès à d'autres types d'informations. Donc quand je disais que nous on s'était renforcé, on s'est surtout renforcé sur le digital, où on avait une présence très très faible. Maintenant, on a une présence beaucoup plus importante et où on essaie de développer des contenus inédits sur le digital qui ne se retrouvent pas en télé et des contenus vidéo. Donc, ça nous permet de traiter d'autres informations et surtout de traiter des informations beaucoup plus locales. Parce que malgré tout, la TV, même si c'est une TV régionale, on s'adresse à tout le monde dans les 19 communes et il faut s'intéresser tous à la nouvelle échevine de Berkem ou un truc qui se passe au boulevard de la Boulue. C'est pas évident pour tous les Bruxellois de s'intéresser comme ça à tous ces éléments locaux. Mais en digital, c'est possible. On peut raconter une histoire qui concerne vraiment très très localement des gens et après, elle est viralisée et donc elle existe dans une communauté qui est vraiment du quartier et qui peut toucher aussi d'autres personnes en dehors du quartier si elle a un intérêt. Donc moi, je crois, en tout cas en termes d'évolution du média régional, je crois beaucoup dans les plateformes digitales. Et donc la télé est chez nous quelque chose qui est historique, hein, mais notre idée, notre ambition, c'est d'être beaucoup plus présent dans nos plateformes digitales. Ça lié à un moment donné à la possibilité d'avoir une radio, comme Bruce a une radio aussi, parce que c'est très complémentaire du digital et de la télé. Donc, je crois qu'on est au début d'une histoire pour Bruxelles. Donc, je ne suis pas pessimiste. Je crois qu'il va y avoir pas mal, même si ça se passe peut-être mal pour des médias nationaux ou mainstream, je crois qu'au niveau local, on peut faire des choses intéressantes et arriver à ne pas être trop lié au pouvoir politique subsidiant pour justement pouvoir garder cette optique du quatrième pouvoir. Et pour tout ce qui est médias alternatifs, on a fait une émission la semaine dernière notamment là-dessus, on a eu toutes les peines à trouver des médias alternatifs bruxellois qui faisaient de la matière vraiment informationnelle. En général, il faut 1 ou 2 éléments par semaine, et ça se limite à ça. Donc, en termes de volume et de masse, il n'y a pas encore de médias traditionnels, de médias alternatifs qui arrivent à fournir suffisamment de matière pour qu'ils soient importants dans le monde médiatique. D'abord dire que normalement on aurait dû avoir quelqu'un d'Arabelle ici, mais qui a dû s'excuser en dernière minute, juste pour dire, on est quand même entre blancs ici. Hein. Bon. Ce que je voulais surtout dire ici, c'est que moi je suis un régionaliste convaincu. Et donc c'est pour ça que je suis parfois aussi un peu brutal ou excessif ou provoquant dans ce que je dis, parce que ça fait quand même longtemps qu'on pense que toute une Belgique basée sur 4 régions, ça serait sans doute mieux que le système très compliqué qu'on a maintenant avec des COCOF, des COCOM, des CGC, où personne ne comprend rien du tout, a fortiori pas les gens qui sont depuis longtemps en Bruxelles. Donc moi je suis un régionaliste convaincu et dans le bloc que je tiens, je ne le cache pas, et tout ce que je trouve dans la presse un peu partout et qui va dans ce sens-là, la moindre parole que quelqu'un peut dire en ce sens, on le dit, ou dans la bouche de M. Bourgourt, juste 5 minutes, je le prends. Quand je dis ça, je voudrais ajouter ceci, parce qu'on n'a pas encore parlé d'eux, Oué Dardar, qui fait quand même un travail, quant à moi, vraiment extraordinaire. Donc, ils choisissent tous les jours dans la presse flamande un article, et alors ça va de
de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui choisissent chaque fois un article qui leur semble intéressant et qui mettent le projecteur dessus, qui traduisent en français. Et donc, la population francophone de Bruxelles peut savoir, tiens, comment on pense là-bas. Et donc, ça lutte un tout petit peu contre l'entre-soi, ou en tout cas contre les stéréotypes. Donc, je pense qu'un travail comme Dardar est particulièrement précieux. Je m'en fais de dire que ça n'existe pas dans le sens inverse. Il n'y a personne qui traduit en néerlandais des bons articles du soir de la Libre Belgique ou d'autres journaux. Donc, ça n'existe pour le moment. Il faut dire c'est des bénévoles qui font ça, même s'ils ont trouvé un peu d'argent pour payer des traducteurs. Le travail est fait par des bénévoles. Et donc, je voudrais juste continuer là-dessus. Donc, il y a donc tout ce qu'on peut qualifier de journalisme professionnel, qui est quand même la base du journalisme, avec des déontologies, une éthique, avec des regroupements, etc. À côté de ça, il y a une nouvelle génération, je dirais, de citoyens journalistes, qui se prennent peut-être un peu vite pour des journalistes d'ailleurs, qui n'ont peut-être pas leurs sources, mais il y a cette émergence, et spécialement sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc là, on a aussi une sorte de diversité, avec aussi, vu que c'est peu contrôlé, des fake news qui circulent, qui font le buzz, des gens qui le font exprès d'ailleurs pour faire parler d'eux. Donc, il y a tout ça. Mais je termine simplement sur ceci. Je crois que c'est important, quand vous parliez notamment de la presse locale ou même ultra-locale pour une seule commune. Moi, par ailleurs, je fais aussi Sinjak News. Il y a donc une newsletter qui paraît 2 fois par semaine, avec chaque fois 2 news pour le quartier Saint-Jacques, ici en face, en centre-ville. Tout ce que je vais dire de ça, c'est ceci, c'est que ça a créé des liens entre les gens. Il y a 650 abonnés, c'est gratuit. Il y a 650 abonnés et il y a un sentiment d'appartenance. Par exemple, dans les Marolles, il y a un fort sentiment d'appartenance, même au Sablon d'ailleurs, mais pas au quartier Saint-Jacques. Et le fait qu'il y a donc là une presse ultra-locale crée du lien. Et donc il y a des informations sérieuses, il y en a d'autres. Et je vais alors juste terminer sur ceci. Je pense aussi que si on veut toucher un public large, on ne peut pas mettre que des choses ultra compliquées, sérieuses, enfin pas des trucs tout intellectuels. Je pense quand même que le succès de la dernière heure ou la capitale, c'est quand même aussi lié au chien écrasé. Enfin, je pense. Alors je ne dis pas qu'il faut à tout prix en mettre, mais en tout cas dans ce que moi je fais, j'essaye au minimum de varier un peu le sérieux, le plus léger, pour que les gens lisent aussi les choses et qui s'y intéressent. Mais voilà, c'était en tout cas pour remercier d'une part, pour remercier d'autre part, Dardar, qui m'aide beaucoup dans la récolte d'informations pour dire aux Bruxellois francophones qui ne sont pas à l'aise en néerlandais de dire ce qu'on pense là-bas, ce qui se passe là-bas. Et voilà. Merci. À moins que vous ayez envie d'ajouter rapidement quelque chose, sinon je crois qu'il est temps de voir ce que le public pense de tout ça et les questions qu'il souhaite poser. Alors, si vous pouviez, il devrait y avoir un micro qui circule. Oui. Si vous pouviez essayer de résumer vos interventions, parce qu'il nous reste une 50aine de minutes. Voilà. La parole est à vous. Bonjour, très peu ici. Est-ce qu'on peut imaginer un média bruxellois sans les 2 Brabants? Oui, sinon. Il y a tout ça, c'est toujours une question plus pour les Brabançons que pour les Bruxellois, je vais vous le dire. Parce que nous, par exemple, on a toujours pris dans on a une édition Brabant-Wallon. Maintenant, on a une édition Wallonie et une édition Bruxelles. Et toute la question est toujours de savoir qu'est-ce qu'on donne comme nouvelles aux Brabançons wallons. Est-ce qu'on leur donne les nouvelles de Bruxelles ou est-ce qu'on leur donne les nouvelles de Wallonie? En fait, politiquement, ils dépendent d'un gouvernement wallon. Mais pour une part d'entre eux, ils ont leur vie sociale qui est basée sur Bruxelles. On a fait des mix là-dedans, je ne vous dis pas, on a mélangé les informations, on essaye de faire un patchwork qui tienne la route. Dans l'autre sens, nos éditions bruxelloises ont toujours été purement bruxelloises, parce qu'on estimait que ce qui était Brabançon, si ça avait un intérêt pour les Bruxellois, ça avait un intérêt pour tout le monde, et on le mettait alors dans les pages nationales. Ben, je ne sais pas si ça vous répondrait pour votre question, mais c'est notre manière de bricoler la géographie, sociologie bruxello-brabançonne. Ik denk dat wij daar op dezelfde manier mee omgaan. Dat
alles wat het puur regionale overstijgt, doen wij ook in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Maar de focus ligt bij ons toch echt wel op Brussel. Il y a évidemment des problèmes institutionnels qui font on est obligé, dans le cas de BX1, c'est les 19 communes, il y a TVcom qui fait le Brabant Wallon, en plus il y a Ring TV qui fait le Ring. Donc ça, c'est des problèmes institutionnels. Ceci étant dit, on arrive à passer au-dessus des problèmes institutionnels. Et nous, dans notre cas, en tout cas depuis que je suis là, on traite les 6 communes à faciliter comme les 19 communes. Voilà. Ça, c'est nouveau. Ça ne se faisait pas avant sur Télé Bruxelles. Ça, c'est sur BX1. Ils ne nous captent pas. C'est important, s'ils ne peuvent pas, c'est interdit. Alors, ils peuvent nous recevoir sur Internet. Mais donc, on essaye d'exister vis-à-vis de ce qui, pour nous, est la région bruxelloise. Alors, le Brabant, évidemment, ça c'est plus compliqué, mais j'ai l'impression que le Brabant, vraiment, il y a longtemps que ça n'existe plus. Dus natuurlijk, wij met onze radio zijn natuurlijk buiten Brussel ook te ontvangen. En in die zin hebben we daar wel wat meer aandacht voor wat er gebeurt in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Maar dat is al bij al toch redelijk beperkt. Ook ons magazine kan ook verdeeld worden buiten Brussel natuurlijk. Maar ook daar zijn wij met ons televisiekanaal gebonden aan de grenzen van het gewest. Oui, tout ceci me fait penser au dernier ouvrage du géographe Mark van der Motten, qui constate aussi que Bruxelles, ce n'est pas les 19 communes. Bruxelles, ça va beaucoup plus loin dans le sud, beaucoup plus loin dans le nord, à l'ouest et à l'est. Et qu'ici, on est confronté à une différence entre la réalité géographique et humaine et puis la réalité administrative qui fait que même une télévision qui s'adresse à des Bruxellois, mais des Bruxellois qui vivent à Waterloo, tout ça, ça mélange un peu tous les gens. Ben voilà, c'est la réalité. Et l'administratif ne suit pas ou le politique ne suit pas toujours. Une autre question? En fait, vous avez discuté pendant le débat de Bruxelles en tant que sujet. Donc, à une échelle régionale, est-ce que Bruxelles doit être un sujet et traité? Il y a aussi un autre enjeu et qui, à mon avis, est un enjeu encore plus important, c'est comment Bruxelles peut être un prisme, c'est-à-dire comment Bruxelles, ville mondiale, ville globale, peut être un prisme pour comprendre des enjeux qui sont à la fois internationaux, globaux, nationaux et aussi urbains. Et je pense que c'est ça l'enjeu d'avoir des nouveaux médias aujourd'hui, c'est-à-dire comment on peut traiter une multiplicité de problématiques à travers un angle d'analyse bruxellois, c'est-à-dire qui ne serait pas national ou régional. C'est pas la question de l'échelle, mais c'est la question de la diversité qui s'offre aux lecteurs et aux spectateurs de ces médias. Je ne sais pas si ça va être, vous allez estimer que c'est une réponse, mais une de nos approches est évidemment de pouvoir traiter de tout ce qui se passe, même dans le monde, au travers du prisme bruxellois, puisque souvent, on peut parler de la Catalogne par exemple, on essaie de le faire au travers de ce qui peut se passer à Bruxelles, comment ça résonne à Bruxelles sur un conflit qui se passe, pas chez nous, mais plus loin. Donc ça, on essaye de le faire, donc ça fait partie de notre mission aussi. Et alors, évidemment, on est très sensible à tout ce qui pourrait aider à améliorer Bruxelles, avec des exemples de l'étranger pour améliorer Bruxelles en matière de mobilité ou en matière d'institutions, et aussi partout où Bruxelles peut servir d'exemple ailleurs. Bon, ce fut le cas à un moment donné, ce l'est de moins en moins. Enfin, voir si notre tuyauterie institutionnelle peut être utilisée quelque part ailleurs. Mais moi, j'ai envie de vous dire que vous avez. Enfin, je pense que Bruxelles a besoin de nouveaux médias. Et je dis ça parce que un média spécifique ne peut pas répondre à tous les besoins ou à toutes les demandes, ne peut pas transformer ce qu'il est, parce que même s'il voudrait faire certaines choses qu'il décide de ne pas faire, parce que ce n'est pas son métier, parce qu'il n'en a pas les moyens. Je crois qu'aujourd'hui aussi, on doit être rationnel et se dire quel est notre objectif principal et essayer d'y affecter des moyens suffisants et de renoncer à ce qu'on ne sait pas bien faire. Mais je pense que Bruxelles a besoin sans doute de beaucoup plus que... C'est un mystère, mais c'est une entité tellement riche. C'est évidemment pas Eric Corinne qu'on va dire ça et pour les académies, mais
c'est une entité extrêmement riche, une entité extrêmement, comme vous dites, exemplaire de tout ce qui se passe, de tous les enjeux qu'on doit résoudre. C'est un potentiel de gens réunis avec une force de la jeunesse fabuleuse. Et en fait, on aurait besoin de beaucoup de choses, mais notamment de gens qui s'emparent de cette information d'une manière autre, nouvelle, pour transmettre aux politiques l'impulsion qu'il faut, enfin en tout cas les forcer à passer à l'acte pour reconnaître que cette entité vaut mieux que ce qu'elle est maintenant, ou la manière dont on s'en occupe, et pour transmettre aussi le goût de Bruxelles à l'extérieur. Donc pour ça, je dirais, place à l'imagination, créez vos outils, faites des choses, parce que je pense que la ville a besoin de plus que nous, la région. Donc je ne sais pas pourquoi envoyer la balle, mais à un moment donné, parfois l'impression qu'on est pris comme ça de tous les péchés de la terre parce qu'on ne fait pas ce qu'on doit, et j'ai envie de vous dire, mais on n'est pas assez tout seul pour faire ce qu'il faut. On sait bien ce qu'il faudrait faire. Sur Bruxelles, c'est pas notre core business, mais je pense qu'on a besoin d'autres dynamismes, d'autres forces, d'autres modes d'expression. Vous prenez l'exemple du KBS et du Théâtre National, il se fait que maintenant, c'est devenu vieux cet exemple-là, excusez-moi de le dire, je l'ai suffisamment utilisé moi-même, mais c'était super ce qu'ils ont fait. Mais il nous faut un autre truc comme ça. Et c'est ça que je vous renvoie la balle. Ça, on sent peut-être qu'on doit l'imaginer, j'en sais rien, mais en tout cas, ça ne doit pas nécessairement partir de ce qui existe. Bruce en soi est un exemple de ce qui s'est fait récemment et de quelque chose qui est pétillant dans Bruxelles, qui bouge et qui fait qu'on s'intéresse encore à Bruxelles par rapport à la France. C'est très important aussi que vous existiez et qu'il y ait cet intérêt encore l'été dernier, je l'ai dit. Et donc, il y a place à l'imagination, je ne sais pas quoi, mais il y a des choses à inventer qui ne sont pas nécessairement à partir, c'est pas qu'on ait des vieux rôles, mais c'est qu'on ait des journaux avec des spécificités aussi. Et on doit d'abord bien faire nos spécificités. Et essayer de ne pas trop se disperser quand on n'en a plus tout à fait les moyens. Ouais. Ce que je voudrais dire, si je peux rêver en dehors de toute considération institutionnelle, des frontières, des obligations, bien sûr qu'à Bruxelles, moi je rêve d'une grande télévision bruxelloise, multilingue, avec des sous-titres, en mettant ensemble les moyens de BX1 et de Bruce. Parce qu'au fond, les gens, si ils sont ensemble et que la télévision est meilleure, ils seront contents. Donc je dirais, mais ça, je sais bien que je rêve, et quand je dis que je rêve, ça viendra un jour, je crois. Mais le plus tôt serait le mieux, me semble-t-il. Pour le reste, je crois que vous avez tout à fait raison, que c'est pas seulement les médias qui vont faire ça, c'est aussi notamment le secteur culturel, aussi l'éducation, l'école, tout ça. Et dans le domaine culturel, je crois qu'effectivement, je vais prendre un exemple, par exemple, Stromae, par exemple. Il a créé des ponts entre générations. Moi, j'ai une amie qui a 74 ans, qui adore Stromae. Ajouter des ponts entre communautés, parce qu'il est à la fois blanc, noir, ici, là-bas. Et donc, ce sont des choses qui aussi rassemblent les gens. D'une certaine manière, peut-être un petit peu moins, mais quand même, Jacques Brel aussi, quoi. C'est aussi quelqu'un qui passe à travers les générations et les communautés. Et donc, c'est sûr que c'est pas seulement les médias qui vont changer tout ça, et tout ça amène toujours à dire, ce que certains ont appelé la bruxellitude, certains ont dit, bon, enfin, il n'y a pas de culture bruxelloise, ni de culture française, il y a une culture flamande, il n'y a pas de culture bruxelloise. Excusez-moi, moi je ne suis pas d'accord avec ça, bien sûr. Elle est difficile à définir, elle n'est pas seulement linguistique. Et il y a une vraie culture bruxelloise, il y a une manière de ne pas se prendre au sérieux, de rire de soi, oui, il y a une culture bruxelloise. Vous savez, je termine là-dessus, le bruxellois, c'était le parler bruxellois. C'est un inévitable mélange entre les deux langues, du français avec beaucoup de mots néerlandais, beaucoup du flamand avec beaucoup de mots français. Ça, c'était le bruxellois. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, le bruxellois. Le bruxellois, c'est ta mère et nique les flics. D'autres langues, d'autres cultures ont amené des mots dans la langue française. Et vous voyez des jeunes bruxellois qui font comme ça. Donc, mais il y a des Français qui parlent comme ça aussi. Et des Liégeois et des Carolos. Oui. Donc, c'est pas propre à Bruxelles. Oui, mais le bruxellois. Quelle confusion. Non, attendez. Le bruxellois, la langue bruxelloise est propre à Bruxelles. Le bruxellaire, c'est propre à Bruxelles. Mais je ne parle pas de celle-là. Oui, mais attention, excusez-moi. C'est peut-être pas l'objet du débat. Non, d'accord, on arrête. C'est vraiment pas ça. Oui, d'autant plus que la question était de savoir est-ce qu'on ne devrait pas avoir des médias qui font plus que Bruxelles.
qui déborde les limites administratives de la région. Il y a une question ici. Oui. Je vais peut-être sortir un peu du débat aussi. J'ai un peu l'impression que c'est intéressant de parler aux Bruxellois, comme on leur parlait, mais j'ai l'impression que c'est plus intéressant de savoir qui leur parle, et d'où on leur parle. Alors désolé de venir là-dessus, je ne voudrais pas gâcher la fête, mais la plupart des médias dominants appartiennent à des grandes familles et traitent les problèmes d'une manière qui n'est pas très intéressante pour les classes populaires et les classes les plus défavorisées quand on sait qu'à Bruxelles, la pauvreté ne fait qu'augmenter. Il suffit de regarder en rue. Alors, Madame Delvaux, je voudrais quand même vous demander, je ne vais pas vous demander si la famille Urbain, 117e fortune belge, avec 169 471 000 euros, qui est indirectement votre patron, je ne vais pas vous demander s'il a une influence sur votre ligne éditoriale, parce que vous allez dire non, comme tous le disent. Je vais vous demander pourquoi vous pensez que de telles familles acquièrent les médias, se les approprient, première question. Et j'avais une deuxième question, plus de curiosité. Donc après la victoire du banquier Macron, vous écriviez « Macron, la chance de l'Europe ». Alors je me demande si vous réécrirez la même chose aujourd'hui. Excusez-moi, mais ça, je ne vois pas le rapport. Mais écoutez, peut-être que des gens ici le voient, je ne sais pas. Moi, je vais répondre en 2 secondes et puis sur la deuxième question, pas sur la première. La première, je vais vous raconter une histoire peut-être, parce que l'histoire est toujours vertueuse. Alors cette fameuse famille Urbain qui s'appelait Rossel au début a créé le journal Le Soir il y a 130 ans. Et il l'a créé il y a 130 ans, vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, tous les titres de presse appartenaient à des groupes politiques ou à des groupes financiers. Il y a un gars qui gagnait beaucoup d'argent avec la publicité et qui estimait que la nouvelle n'était pas accessible au plus grand nombre. Et il a créé le journal Le Soir, à l'époque, comme un journal gratuit, accessible au plus grand nombre, avec pour vocation d'être neutre. C'était à l'époque l'équivalent d'Internet gratuit ou de métro, bien avant la lettre. La seule chose qu'on payait, c'était les centimes pour les étages que le livreur faisait pour livrer le journal. C'est un journal qui a été créé pour être de la concierge à l'homme d'affaires, avec une volonté d'être extrêmement pratique pour tout le monde. C'est à ce point vrai que les Allemands, quand ils sont arrivés en 1940, ont décidé d'investir le journal, d'en prendre possession, parce que c'était bien plus utile de le prendre que de créer un propre organe de propagande, parce que les Bruxellois ne savaient pas se passer du soir, parce que s'ils voulaient savoir où acheter des pommes de terre, ou acheter du charbon, ou acheter un vélo, devaient le faire via le soir. Je vous raconte ça parce que la famille Urbain ne s'est pas enrichie et a pris possession d'un média. La famille Rossel a créé un média démocratique et s'est engagée à suivre une ligne rédactionnelle qui est aujourd'hui toujours la sienne. Et ce n'est pas la famille Urbain-Rossel qui en est défendresse, bien que, je vous le dis, comme vous m'attendiez à le dire, mais je ne peux que le dire parce que c'est une vérité qui me concerne depuis plus de 30 ans, je n'ai pas d'influence et on écrit ce qu'on veut. Je pense que sur nombre de sujets, si mon patron devait écrire, il n'écrirait pas ce que j'écris, ça je peux vous l'assurer. Mais je le remercie tous les jours de me le laisser faire. Et par ailleurs, s'il lui prenait l'envie de venir guider ma plume, il y a ce qu'on appelle une société des journalistes au soir, qui a montré à nombreuses reprises qu'elle était le meilleur défenseur de la ligne éditoriale. Nous ne sommes pas parfaits, mais je pense vraiment que l'intérêt pour les luttes, pour les égalités, l'intérêt pour, je dis toujours que le journal est un journal progressiste, l'intérêt pour les communautés différentes, l'intérêt pour l'autre, notamment le flamand à certains moments, ou l'autre, sont au centre de notre projet rédactionnel, avec toutes les imperfections qu'on peut avoir, mais je ne pense pas qu'on peut dire que le projet rédactionnel soit influencé par une famille de riches qui a décidé de claquer son pognon avec une danseuse et qui, au contraire, a fait de l'information le centre de son activité, avec
tout ce qui peut aller de pair, mais je pense que nous avons fait une série de choses qui étaient notamment sur Bruxelles. Je veux dire, il y a une série de combats que nous menons sur Bruxelles depuis très longtemps, qui sont des combats sur l'intégration, qui sont des combats sur la mobilité, qui sont des combats pour relier les gens entre eux, et que nous essayons de le faire du mieux qu'on peut. Alors, avec pas parfait, mais en tout cas, je peux pas laisser le procès d'intention s'installer, et je vous dis que c'est pas juste, en fait. C'est pas nécessairement parce qu'une famille est riche qu'elle investit à un endroit, qu'elle influence une ligne éditoriale. Alors, sur M. Macron, je veux dire que sur l'Europe, juste une chose, qui était d'ailleurs pas dans ma bouche, mais dans la bouche d'un délégué syndical de la FGTB cet après-midi, qui sera demain diffusé à la RTB, et qui disait que Macron centre son combat aujourd'hui, peut-être mégalomaniaque, intéressé, pas du tout sincère, peut-être tout ça, mais s'il ne s'était pas pris d'amour pour la directive, enfin le changement des réglementations sur les travailleurs détachés, nous ne serions peut-être pas aujourd'hui avec, pour une fois, depuis quelques années, la problématique sociale européenne qui est prise en compte par des conseils européens. C'est loin d'être parfait, les intentions ne sont peut-être pas les meilleures, mais il y a quand même eu une avancée, et c'est parce qu'il s'est entiché de ça que c'est fait maintenant. Voilà. Bien, merci. Est-ce que on pourrait avoir une question sur Bruxelles? Oui. Oui. Non, Je ne vois pas. Oui. Voilà. Je voudrais bien revenir sur Bruxelles, effectivement. En fait, je ne suis pas vraiment régionaliste, je suis juste une femme qui habite à Bruxelles et qui veut s'informer. En tant que néerlandophone, qui est mariée, ensemble avec un francophone d'origine de Charleroi, d'origine marocaine, algérienne, qui a 2 enfants qui vont à l'école néerlandophone. Je travaille pour le Brussels Kunstenoverleg, qui est une association qui ne fait que collaborer avec ses collègues francophones, réseau des Arts à Bruxelles. Donc, je suis dans une position assez privilégiée pour dire je m'adresse aux 2 côtés. Et même là, je dois avouer que ce n'est pas le cas. Je dois chaque jour m'efforcer de dire ah tiens, à côté de Bruns et de Standard et de Morgen que j'ouvre chaque matin et que je lis, il existe aussi le soir, il existe le livre, il existe le X1. Et donc, même dans une situation privilégiée, je ne vais pas de manière automatique aller voir ces autres médias. Et donc, je pense que là, est-ce que ce n'est pas non plus le rôle des médias de nous provoquer un peu et de justement avoir quand même un média bruxellois qui nous pousse à aller voir de manière automatique l'autre côté ou l'autre langue. Et si vous dites que le média est le 4e pouvoir, est-ce qu'alors ce n'est pas non plus le rôle des médias de nous aider à transverser ces griffages? Quelqu'un veut répondre? J'envoie mon avis. Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Je pense qu'on le fait ou qu'on essaie de le faire quand même. Je crois que c'est difficile de se mettre dans la tête de madame et de lui dire, s'il te plaît, regarde BX1. Très bien, bravo. Non, mais le mécanisme que vous demandez est difficile parce qu'effectivement, chaque bruxellois est différent et la langue n'est pas le seul problème dans l'accès aux médias. Il y a parfois l'ignorance de certains médias qui n'a rien à voir avec l'aspect de la langue ou être tout à fait dans un autre milieu et préférer lire le Saint-Jacques News plutôt qu'autre chose parce qu'on trouve que c'est plus intéressant dans le quartier. Donc je ne crois pas que le rôle des médias soit nécessairement de dire il faut absolument qu'on a un rôle là-dessus de vous obliger à regarder les autres médias. En tout cas, ce que nous, on doit faire, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, de nouveau, peut-être que ce n'est pas assez évident et on ne le fait pas assez, mais dans des collaborations avec Breuse, c'est d'essayer justement d'avoir des choses où on retrouve des éléments qu'on ne pourrait pas retrouver sur un média francophone classique. Oui, mais la question, je trouve la réflexion quand même très intéressante parce qu'elle met en évidence que s'informer aujourd'hui, ça prend un temps fou. Avec le nombre de titres de médias qui existent, alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'aller chercher et gratter un peu partout, mais est-ce que je ne sais pas comment l'appeler, une plateforme, en tout cas un endroit où on aurait l'essentiel, pas une revue de presse, mais l'essentiel de ce qu'il y a dans les différents... Non, c'est pas Facebook. Non, bon, si vous appelez ça de l'information, oui, non, c'est de l'information. Mais, voilà. Non, mais un endroit où on aurait l'essentiel
des articles, ici on parle de Bruxelles, des articles qui concerneraient Bruxelles. C'était par provocation, je vous disais Facebook, mais enfin, ça c'est une plateforme qui existe, où on trouve de l'info et beaucoup de non-info aussi. On retrouve ce que les gens eux-mêmes ont envie d'y mettre, parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec les algorithmes. Mais faire une plateforme, c'est-à-dire sur un site, trouver toutes les infos qui concernent Bruxelles, eh bien ça se trouve sur le site de VX1 et sur le site de Breuse, puisque là on reprend des éléments qui viennent d'autres médias qui parlent de Bruxelles. Mais je crois qu'on n'est plus dans ce type d'utilisation des médias. Je crois pas qu'on soit à la recherche d'une plateforme bruxelloise où on irait seulement voir. Je crois que tout le monde a une vision beaucoup plus parcellaire et morcelée de l'information maintenant. Et c'était peut-être une galéjade quand je parlais de Facebook, mais on voit bien que la majorité des Bruxellois s'informent via Facebook. Alors, c'est un bien, c'est un mal. Je ne peux même pas en juger, parce que Facebook est en train, de toute façon, d'interdire pratiquement l'information sur ce site, et il n'y aura plus que les posts de vos amis et les fake news et autres Nord-Presse ou Gorafi. Donc, ça va poser des problèmes, mais tout est morcelé. Donc, on vous dit, on est obligé, toute la masse d'infos qu'on a, c'est libre à chacun de soi-même décider comment on veut s'informer, s'abonner à un journal ou pas, regarder un certain média de manière régulière. Je crois que c'est aussi à la fois la liberté et l'exigence pour chaque citoyen. Moi, je voudrais ajouter un tout petit quelque chose. Allez-y d'abord. Moi, je voudrais dire, attention, ne nous plaignons pas de la diversité et du pluralisme qu'on a. Il y a des pays où dans une grande ville comme Bruxelles, il reste un quotidien, un seul. Et puis il y a une télévision et une radio. Et tout le monde se dit, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas de diversité d'opinion, il n'y a pas... On a en Belgique un pluralisme de médias qui est extraordinaire pour ce petit pays. Je prends la Fédération Wallonie-Bruxelles que je connais mieux, 12 télévisions locales, 3 grands groupes de presse, avec encore des variantes dans les presse quotidienne. Vous avez des magazines et vous avez un service public qui est pas le mieux financé d'Europe, loin de là, mais qui quand même développe en Fédération Wallonie-Bruxelles 4 chaînes de radio, pardon 5 maintenant, des sites internet en collaboration avec les télévisions locales où vous pouvez aussi aller retrouver l'information qui vous intéresse, ça s'appelle Vivre ici. Et puis alors il y a toutes les radios. Donc il y a une effervescence médiatique, malgré les moyens qui sont limités, dont il faut se réjouir. Alors quand on dit s'informer, ça prend du temps, ben oui, oui, et c'est normal. Je veux dire, la complexité du monde qui vous est donnée à voir à travers tous ces médias, c'est à vous de choisir de faire la démarche. C'est comme lire un bouquin, ça prend du temps, alors on ne lit plus. Donc moi je crois qu'il faut vraiment se réjouir de ça et pas se dire... Bon, est-ce qu'on ne nous faciliterait pas la tâche en nous faisant un digest ici Bruxelles avec des choix éditoriaux dans chacun de ces médias et hop, on vous fait un petit paquet et on vous dit voilà l'information bruxelloise. Moi, je trouve que c'est un peu faire l'économie d'une démarche qui est beaucoup plus citoyenne et qui est de se dire je choisis les médias dans lesquels j'ai confiance. Ils peuvent être anglophones, turcophones. Et ces médias-là, je vais les voir de temps en temps, je les regarde avec un œil critique, j'apprends à mes enfants comment on décode de l'information, comment on repère qu'une information est juste ou pas. Je m'investis dans l'info. C'est pas seulement, je trouve le journalisme citoyen, s'il existe, c'est pas seulement celui qui consiste à mettre en ligne une série d'humeurs ou de petites infos qu'on a collectées à droite à gauche. Non, c'est vraiment s'emparer de l'information, faire de l'information, et aller aussi chercher l'information là où elle se trouve et là où elle est fiable. Et je voudrais dire encore, si ça prend du temps de s'informer, informer c'est un métier. Et donc, on en revient peut-être au cœur de la chose. Informer c'est un métier qui doit être rémunéré, qui doit se faire dans des conditions qui sont bonnes, qui permettent à résister à toutes les pressions, parce qu'on est payé, parce qu'on travaille au sein d'une équipe, parce qu'il y a un rédacteur en chef qui est responsable, parce que on est redevable devant le conseil de déontologie journalistique ou le raad de journalistique du côté néerlandophone. Les deux instances existent. Donc, informer, c'est un métier, mais s'informer, ça prend du temps. Je voulais ajouter un rapidement, parce que oui, ça va être très vite.
Bien sûr, regardez de l'autre côté du mur comme vous le souhaitez. Moi, je le souhaite aussi. On peut pas, bien sûr, on ne veut pas contraindre. On doit le rendre possible et faciliter. Comme je disais tout à l'heure, des sous-titres. Enfin, s'il y a des sous-titres, ça permet à des gens dont ce n'est pas la langue d'aller voir de l'autre côté du mur. Et je peux prendre même d'autres exemples. Par exemple, sur la première. Vous avez déjà entendu à quelle vitesse on parle là sur la première le matin? Une mitraillette. Les gens parlent de plus en plus vite à la radio. Ils ont de moins en moins de temps d'ailleurs pour faire ce qu'ils doivent faire. Donc on parle de plus en plus vite. Et donc pour des gens dont la langue française n'est pas la langue maternelle, c'est quasiment impossible de suivre. Donc, on doit penser aussi à ça. À Bruxelles, le français est la lingua franca, mais n'est qu'une lingua franca. Ça veut dire qu'on n'a pas adopté pour ça la culture, le mode de vie. Donc, ça veut dire aussi pour les francophones qui ont la chance d'avoir leur langue et la lingua franca, d'un peu s'adapter au public. On va parler moins vite que moi je parle pour le moment. Mais voilà, c'est tout. Merci. Il y avait une question ici. Donc, se lie à ça, en fait. Donc, le rapport entre la lingua franca et une langue culturelle. Et donc, je la pose en français, surtout aux francophones, parce que je pense que on fait comme si Bruxelles est une ville bicommunautaire ou bilingue, ce qui n'est pas la cas. C'est une région où deux communautés monolingues opèrent et qui ont un pouvoir paritaire au niveau, disons, du gouvernement régional, mais pas au niveau culturel. Et donc, quand on regarde l'emploi des langues, il y a 5% de ménages à Bruxelles qui ne parlent que le néerlandais à la maison. Et dans 15% des ménages, le néerlandais est combiné avec le français. Et donc, je comprends que plus, et je pense qu'ils ont fait un bon choix, et les institutions néerlandophones à Bruxelles, qui ont de l'argent d'ailleurs pour 300 000 personnes en public, sont multiculturelles, sous-titrées, etc. Pour moi, le problème à Bruxelles, c'est cette question de est-ce que la langue est des lunettes? Parce que j'entends au début du débat de première heure, disons, est-ce que c'est des lunettes francophones? En d'autres termes, est-ce que la langue donne un cadre, un cadrage, une sélection? Et là, c'est une vraie question qui me travaille, le rapport entre une langue, lingua franca, ce qui est le cas à Bruxelles, sans que nécessairement le référent national ou même nationaliste ou culturel de la langue va de pair avec cela. Sans que nécessairement on ait lu Molière ou Racine et qu'on connaisse l'histoire de la Révolution française. Et si on regarde l'emploi du français, et là je pense que les médias francophones et la communauté française à Bruxelles n'est pas assez conscient de la réalité sociologique de Bruxelles. Il n'y a qu'un tiers des ménages qui ne parlent que le français à la maison. Le français est combiné avec d'autres langues, 15% de néerlandais, 15% encore une autre langue, et 30% des ménages bruxellois parlent à la maison aucune des deux langues nationales. Alors, ma question est, quand il faut médiatiser pour les Bruxellois le fait bruxellois, est-ce que le référentiel français, et donc l'attention un peu surdimensionnée sur ce qui se passe en France parfois, est-ce que c'est les lunettes qui concordent avec l'emploi du français en tant que lingua franca? Donc, les Bruxellois ne s'accommodent pas, disons, du bicommunautarisme. On voit, quand on envoie son enfant pour faire du sport, on ne choisit pas d'abord son rôle linguistique, on choisit l'infrastructure la plus proche ou la plus abordable et on s'en fout. Nous, on remplit les formulaires dans la langue que les institutions veulent et puis on y va. Mais quand il faut médiatiser dans une langue, est-ce qu'on est du côté du communautaire ou du côté de la sociologie linguistique qui est beaucoup plus mixte? Est-ce que, je termine, ma question est, est-ce qu'on peut être cosmopolite en une langue? Mais tu suggères quoi? Parce que je ne suis pas sûre que je vois ce que ça implique. Pour je suggère deux choses. Disons, le français en tant que culture franco-française, enfin je sais bien que ce n'est pas la Belgique, mais donc de communauté française, elle est en minorité à Bruxelles. Bien que la majorité de la population
parle le français et que la grande majorité la comprend. Et que donc, en français, pour parler sur Bruxelles, le référentiel n'est pas ce tiers qui se parle et qui est éduqué, etc. Donc, le français va devenir multiculturel. C'est ça le challenge, je trouve, au niveau référentiel. À la fois, c'est vrai, mais toute la difficulté, c'est de savoir comment on promeut autre chose tout en servant ce que le client veut, entre guillemets, ce que le lecteur veut. C'est quand même pour nous toujours assez, pas stupéfiant, mais c'est une réalité que le lecteur francophone, dans sa grande majorité, il lit les romanciers français. Il a du mal à aller vers la littérature étrangère. Il y en a qui le font, mais il le fait quand c'est traduit. Je veux dire, il a du mal. Nous, on fait le prix Rossel, où on essaie de promouvoir la littérature francophone belge, mais je ne suis pas sûre que ça soit le plus grand hit de vente auprès des lecteurs francophones. Donc, il y a quand même une sociologie chez les gens qu'on essaye de bouger, avec l'aide du monde culturel d'ailleurs, où on essaye justement de familiariser, d'envoyer le citoyen francophone vers autre chose, de lui faire découvrir autre chose. Mais c'est un travail qui doit se faire parallèlement au fait de quand même continuer à lui donner l'information sur les choses qui le passionnent et qui l'intéressent. Je veux dire, c'est aussi quelque chose qui passe par l'école, par nous, on n'est pas, on peut aider, pousser, faire découvrir. Je veux dire, j'ai dit ça plusieurs fois, mais c'est vrai, si on parle du néerlandais, on a un pays où on a mis 30 ans à traduire Tom Lanois, qui est un best-seller côté flamand, et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre que beaucoup de francophones aient lu du Tom Lanois. Et donc, on fait beaucoup de choses là-dessus. Après, il y a des médias qui sont peut-être plus dans une recherche de vente immédiate et qui savent qu'on sert ce qui se vend le mieux, tu vois, et qui ne fait pas cet exercice d'évangélisation, entre guillemets. Ça tient au communautarisme belgo-belge ou à la vie des Bruxellois, puisque les deux langues nationales à Bruxelles, dans l'intimité, sont en majorité combinées avec d'autres langues. Alors, ces gens-là, je veux dire. Oui, je comprends. Hein. Alors, est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on doit travailler ou réfléchir? Je trouve que c'est intéressant, mais allons jusqu'au bout de votre raisonnement. Imaginons qu'à BX1, comme le proposait Yvan, on parle lentement pour être sûr que les gens comprennent bien ce qu'on dit. Alors à ce moment-là, on sera plus accessible à tous ceux qui connaissent mal le français. Le problème, c'est qu'on est quand même dans une réalité concurrentielle en langue française, qui fait que le média francophone, qui en audio ou en télé parlera comme ça, va être perçu comme un média bizarre par ces fameux 30% de francophones. Donc ceux-là vont se déporter sur d'autres médias, et donc qu'est-ce qu'on aura gagné? Donc je ne nie pas l'élément que vous mettez sur la table, je trouve qu'il est intéressant. Il faut réfléchir, mais il n'y a pas de solution simple aux problèmes compliqués que vous nous avez mis sur la table. Merci. J'avais deux questions. Non? Même dans les réponses, on reste dans le français et le néerlandais. Enfin, c'est vraiment, enfin, on reste dedans, on reste dans la logique. Tandis que, est-ce qu'on ne doit pas plutôt trouver une solution à pas voir qu'est-ce qui peut être intéressant pour mon public, à mon média? Est-ce qu'on ne doit pas aller chercher un autre public, un public plus large qui représente vraiment Bruxelles, avec toutes ces différentes communautés et l'aspect sociologique de Bruxelles? Ça veut dire un travail d'aller trouver du public en un travail de communication pure, mais aussi en matière de qu'est-ce qu'on met sur la table, de quoi on parle. Est-ce qu'on va plus loin que le français et le néerlandais? Est-ce qu'on met aussi autre chose à disposition d'un public plus large? Comme ce qui peut intéresser mon voisin qui vient d'Espagne, ou mon autre voisin qui vient d'ailleurs et qui a d'autres intérêts peut-être que moi. Mais il est autant
Vous savez Bruxelles, pas que moi. il y a beaucoup de coupoles satellites à Bruxelles. Oui, Les gens préfèrent regarder effectivement des informations ou des chaînes qui viennent d'ailleurs. Faites l'effort de devenir intéressant pour eux. Ne dites pas, ah ben voilà, ils sont ailleurs, restons ailleurs, ils habitent Bruxelles, mais bon, comme par hasard, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils regardent ailleurs. C'est trop facile, je suis désolée. Non, mais il y a quelque chose quand même dont il faut tenir compte et qui résoudra peut-être le problème que vous soulevez, c'est l'aspect technologique. De plus en plus, on voit qu'avancent toutes les possibilités de traduction, qu'elles soient en sous-titrage ou qu'elles soient en voice-over, et à ce moment-là, ce problème sera réglé de manière assez simple, et il ne faudra pas se dire « je vais vers un public en risquant de perdre l'autre ». Il ne faut pas perdre l'autre, il faut élargir le public, pas changer le public. Juste vous dire que les expériences qu'on a faites parfois de pages en anglais, à un moment donné, il y avait toutes ces discussions sur le public des communautés européennes en se disant, bah, tiens, là, il y a un réservoir de gens qui ont envie d'être informés et on peut leur donner une série d'informations en anglais. C'est quelque chose qu'on a tenté, mais qui n'était pas du tout, qui n'a pas marché, je peux juste vous le dire. Parce que faire des essais, on les fait évidemment, parce que nous, on a envie d'élargir ce public. Et première réponse. La deuxième réponse, c'est que on essaye de l'élargir à travers le métier qu'on a, enfin le choix de médias dans lequel on est. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, chaque média est un peu particulier. Donc ici, nous, je pense que si le soir, on essaye de parler aux gens en français, parce que c'est le média dans lequel on exerce, mais en parlant aux gens qui habitent Bruxelles, des problématiques qui habitent Bruxelles, qu'ils soient d'origine espagnole, qu'ils soient d'origine marocaine, qu'ils soient de temps en temps, on segmentarise parce qu'il y a des sujets qui les concernent plus particulièrement, on s'adresse directement à eux, mais on essaie surtout d'avoir un traitement de l'information qui inclut les gens dans une société telle qu'elle est, qui ne réserve pas des îlots, on essaie de les mettre, de les inclure dans ce qui est notre public, quelle que soit leur origine. Par ailleurs, là, vous avez raison, mais c'est un travail qu'on doit faire, c'est que je pense qu'on ne connaît pas assez, on doit trouver la clé de façon générale pour réintéresser les gens à l'information, mais on doit aussi trouver la clé de ces jeunes qui sont à Bruxelles, qui sont pas au courant, pas au contact avec la presse, comme même culturellement, ou pas un journal. Et un jour, c'est vrai que quelqu'un m'a dit, bah, t'as qu'à prendre le tram, aller envoyer tes journalistes, aller dans les écoles, les parler, faire découvrir ce média, l'information, rapprocher le journal des gens qui sont là. Et ça, je pense que vous avez vraiment raison et qu'il y a tout un travail à faire et qu'on n'en a pas encore trouvé la clé. Oui, alors il y avait une question là depuis déjà un petit moment. Je veux revenir sur ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire le journal de Bruce. On a parlé de contenu, de ce qu'on propose aux lecteurs. On a parlé de la langue dans laquelle c'est présenté. Mais il y a autre chose aussi, je n'ai pas de mot exact, mais le style. Je vais donner un exemple. Mes jeux ont été ouverts au moment que les Belges ont acheté tous les journaux hollandais. Chez nous, oui. Et ça implique qu'il y a aussi de temps en temps des journalistes belges, flamands, et de stagiaires qui écrivent des articles. Mais à ce moment, j'ai vu qu'il y a une grande différence. Ce ne sont pas des mots drôles flamands que nous aimons bien chez nous, mais c'est le style. Le style parce que, par exemple, on interviewe une personne qui a inventé quelque chose. Et le journaliste flamand commence, c'est incroyable pour nous, j'entrais dans son jardin, il y avait le soleil, et il a ouvert la porte et il portait des chaussettes roses. Tout à fait, pas du tout incompatible avec le reste de contenu pour lequel il était là pour interviewer. D'autre côté, chez nous, si on veut dire quelque chose en Hollande, dans ce des moments de son, on commence en général avec la conclusion et après on dit c'est pourquoi pour ça et pour ça et pour ça. Tandis que si un Français a un discours et commence dans de temps préhistorique avec le dinosaure et au bout quand tout le monde est endormi, il raconte le plus important. Donc je veux dire, je pense comme les gens
ont un mindset qui est différent dans tous les pays. Dans une ville comme Bruxelles, où plus de la moitié sont des étrangers avec un mindset que je ne connais pas, je ne sais pas comment on pense en Pérou ou en Bolivie ou quoi. Je pense que les gens ne vont pas lire un journal présenté par un Belge parce que les Belges, comme toutes les nationalités, ont leur propre manière de réfléchir. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Très bien. Merci. Très bien. Moi, je veux bien réagir. Et je crois que vous venez vraiment, avec votre exemple qui était très drôle, qui m'a bien fait rire, de montrer combien les médias sont liés à une culture. Et peut-être pas une langue, en imaginant que, enfin, si vous êtes d'accord sur le fait que le flamand et le néerlandais, c'est la même langue, d'accord? Enfin, tous les flamands et tous les néerlandais ne pensent pas ça. Donc c'est la même langue, mais c'est une autre culture. Mais c'est une autre culture, on est d'accord? Et les médias sont ancrés dans cette culture. Et moi, je voudrais revenir à votre interpellation tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui m'a aussi toujours même inquiété, de me dire, à Bruxelles, où les communautés turcophones et arabophones sont vraiment présentes, de me dire que nos médias, qu'ils soient flamands ou francophones, ne les touchent pas ou très peu, ou à la marge. Peut-être parce qu'on ne parle pas d'eux, ou parce que simplement, c'est une autre culture. Et qu'il faut encore plus de générations, je pense, et de temps et de croisement de culture pour arriver à ce que les gens se retrouvent dans un genre de culture commune. Et les médias, ils sont ancrés dans la culture. Il n'y a rien à faire. Si vous faites un média bruxellois, allez en Wallonie, ils n'en ont rien à cirer. Moi, je suis wallonne, je peux vous le dire. Et un média bruxellois, c'est parfait, mais moi, je ne vais jamais le lire. Même si c'est la même langue, simplement, ce n'est pas ma culture, Bruxelles. Moi, j'ai une culture de Wallonie, peut-être des Ardennes, voilà, très loin. Et je pense que si on veut réussir un projet bruxellois, il faut penser à ça et de se dire comment on va faire en sorte d'avoir un genre de front commun, ça c'est mon côté syndicaliste, de tronc commun ou de culture commune, je ne sais pas, qui puisse à la fois intéresser tout le monde et intéresser chacun aux autres cultures. Et ça, pour moi, c'est un défi qu'on n'a absolument pas réussi sur Bruxelles, ni les médias mainstream, ni les médias niches, particulièrement ceux-là. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que beaucoup de communautés regardent leurs médias de pays d'origine. Et ça favorise absolument pas le mélange des cultures, la multiculturalité entendue comme pas des cultures les unes à côté des autres, mais la multiculturalité qui contamine dans le bon sens les autres cultures. Et qui, pour finir, arrivera à faire en sorte qu'on peut parler des Bruxellois à un certain moment. Parce que moi, jusque-là, les Bruxellois, pour moi, c'est une série de cultures qui vivent sur le même territoire, mais je ne vois pas, à part un gouvernement bruxellois, un parlement bruxellois, ce qui est vraiment, et les bouchons bruxellois, ce qui est vraiment bruxellois. J'allais oublier un contre-exemple réussi. On s'est rendu compte il y a un an à peu près qu'il y avait un succès d'un de nos programmes auprès de la communauté maghrébine. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux. C'était le futsal, donc le foot en salle. Donc on en a fait une émission spécifique et qui maintenant, le présentateur est une plus grande vedette que les gens qui présentent le journal dans ce public-là. Donc je crois que ça c'est une première démarche, mais c'est vraiment par hasard qu'on s'en est rendu compte, et c'est surtout grâce aux réseaux sociaux qu'on s'en est rendu compte. Oui. Là, et puis, une question. Oui, c'était une question sur les origines de cette espèce de clivage communautaire. Il y a un anthropologue qui est décédé récemment, qui s'appelle Edward Thiol, qui parlait des racines de l'identity politics, de tous ces clivages communautaires, comme étant, comme souvent dans le capitalisme de marché, le libéralisme, l'idéologie libérale. Est-ce que vous avez parfois le sentiment que c'est le mode de fonctionnement de certains journaux et aussi les pressions qui sont mises par le management d'entreprise de certains de presse qui peuvent amener à des choix éditoriaux qui vont cliver, qui vont créer une sorte de création
de petits archipels communautaires qui ne communiquent pas entre eux? C'est quelque chose qui a beaucoup existé avant, je pense, plus qu'aujourd'hui, parce que les médias étaient propriétés de, comme je l'ai dit, de groupes politiques ou de groupes financiers, et étaient l'instrument ou au service d'une communauté ou d'un parti. Par exemple, le Standard, journal flamand, servait les intérêts du CDNV. Vous aviez un journal comme le Financier, l'Économie State qui a beaucoup servi à un moment donné les intérêts du capitalisme flamand naissant, et vous aviez Knack, qui est un magazine qui était très militant des revendications flamandes contre l'oligarchie francophone, qui était peut-être dont les intérêts étaient plus portés par les journaux francophones nationaux. Et vous aviez des unes, par exemple, de Knack, je me rappelle, il y avait Franz Prols qui était là et qui était des appels à la régionalisation tractable, qui mettait la pression tous les jours de façon communautaire extrêmement forte. Et vous aviez nous on était perçus, parce qu'à un moment donné, le soir a été, un des rédacteurs en chef était très fort lié au FDF pour la défense des intérêts de Bruxelles. Et on avait un combat, un clash terrible, notamment Soir Standard, c'était extrêmement connu, extrêmement fort, et des journalistes qui parfois se parlaient pas et qui portaient un peu comme ça les clashs entre les communautés. Aujourd'hui, à part le Cap vers l'avenir qui est entre les mains d'un groupe qui a des liens un peu politiques, tous les journaux en Belgique et les magazines sont dans les mains des groupes de presse, et normalement de professionnels de la presse. Et c'est assez marrant même de constater que le TEI aujourd'hui est entre les mains du Pers Group. Et vraiment, ce sont des journaux où le combat communautaire, de façon générale, je trouve, je parle moi, mais que le combat communautaire, c'est beaucoup tamisé en fait, et que même les